Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce jeudi 23 mars 2023, en direct de nos studios de Douala, première escale en kiosque que nous propose la presse ce matin. On le découvre ensemble, d'abord avec la une de la nouvelle expression qui s'intéresse à la revalorisation du SMIC. Le règne de la discrimination titre la nouvelle expression. On ne peut pas enterrer certains travailleurs dedans et enterrer d'autres dehors, fait remarquer un économiste camerounais. Il s'agit de Louis-Marie Kakde. Il est membre du Shadow Cabinet au sein du Social Democratic Front en charge des questions d'économie, de finances et de commerce, s'appuyant sur la législation internationale qui laisse la latitude à chaque secteur d'activité de déterminer son SMIC. Le Premier ministre a publié une nouvelle grille du salaire minimum garanti au Cameroun ce jour. Quel enseignement faut-il en tirer? Élément de réponse avec Louis-Marie Kakde dans les colonnes de la nouvelle expression. Le journal Le Messager s'intéresse à l'affaire Orona Assoumou. Un trou d'air médiatique, s'interroge le journal Vérité sur le vrai faux différend qui oppose le directeur général des aéroports du Cameroun au patron de la société civile immobilière Chris Building BTP. Vous aurez d'autres précisions en parcourant l'article en page 4 du Messager. À la une de mutation nord-ouest et sud-ouest, les clés de la reconstruction. En visite d'évaluation dans le sud-ouest, le président du comité de pilotage, Balungelich Confiance et Bounet, a salué les réalisations du plan présidentiel entre décembre 2021 et décembre 2022 et invité les populations locales à s'approprier et veiller davantage sur leur patrimoine. Évocation en page 5 du quotidien Mutation. À la une de Cameroun Tribune sénatoriale 2023, le verdict des urnes, titre le quotidien bilingue gouvernemental. C'est ce jour en son siège du palais des congrès de Yaoundé que le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'élection des sénateurs du 12 mars dernier. Cette audience, qui concerne particulièrement les 10 partis politiques en course, viendra mettre un terme à la première étape du processus en attendant la nomination des 30 autres sénateurs par le président de la République, conformément à la Constitution. Développement en page 6 de Cameroun Tribune. Pour le quotidien Émergence, on s'intéresse à la météo. Yaoundé sous la menace de fortes pluies, titre le journal Émergence. Reportage dans les artères de la ville de Yaoundé envahies par les eaux de pluie. Suite donc à ces pluies qui sont déversées sur la capitale il y a quelques jours. Yaoundé sous la menace de fortes pluies. Donc, c'est le sujet proposé par le quotidien Émergence. Et puis à la une du Financier d'Afrique, Afrique centrale, les 4 nouveaux membres du gouvernement de la BEAC, titre le Financier d'Afrique. Le poste de vice-gouverneur revient à Michel Zombala du Congo. Celui du secrétaire général est occupé par Salvador Mange Ayingono de la Guinée équatoriale. Le Camerounais Blaise Eugène Somme est le directeur général des études, des finances et des relations internationales. Le Gabonais Jean Clarice Otoumou est le directeur général de l'exploitation. Leur portrait à retrouver dans les colonnes du Financier d'Afrique. Et c'est l'essentiel des tableaux sélectionnés dans le cadre de cette revue des Grandes Unes. On en parle avec nos invités en plateau. D'abord, à ma gauche, Rodrigue Tchokoa, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à Didier Dengue, dit la plume de l'aigle, et bonjour à nos très chers téléspectateurs qui sont certainement nombreux à nous regarder ce matin. Le promoteur de la plume de l'aigle.com, Didier Dengue, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour Rodrigue Tchokoa, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinos Télévision et aux amoureux de la revue et de la presse sur cette chaîne du peuple. Merci à vous d'être nombreux, et vous qui êtes amoureux de la revue des Grandes Unes, merci de nous regarder tous les matins. On démarre donc avec ce premier sujet à la une de la nouvelle expression qui concerne le salaire minimum interprofessionnel garanti. Eh bien, le règne de la discrimination, titre la nouvelle expression. Il y a une nouvelle grille de salaire minimum interprofessionnel garanti qui a été adoptée par le décret du Premier ministre, donc 41 875 pour les agents de l'État relevant du Code du travail. On parle également de 60 000 francs CFA pour le secteur de l'agriculture et donc 45 000 pour le secteur agricole et assimilé, 60 000 francs pour les autres secteurs d'activité. Rodrigue Tchokoa, votre première réaction suite à cette nouvelle grille du salaire minimum interprofessionnel garanti? Il faut d'emblée dire que c'est un SMIC qui est déterminé suivant les secteurs et que c'est là un SMIC, on va dire, à géométrie variable. On se serait posé la question, mais pourquoi est-ce que
l'État n'a pas voulu fixer un SMIC qui est uniformisé. On se pose d'énormes questions. Et surtout, il y a une première interrogation qui saute à l'œil pour ce qui concerne les agents de l'État relevant du code de travail, dont le SMIC est de 41 875 000 francs. Voyez-vous, des agents de l'État, c'est-à-dire que, on va dire, peut-être les ménagères, les agents de sécurité ou de ménage, qui touchent 41 875. C'est trop bas. J'estime que c'est trop bas par rapport aux charges, parce que, voyez-vous, c'est pas parce qu'on est ménagère, bien on est agent d'entretien ou simple agent de sécurité que on n'est pas pour autant appelé à être responsable de famille. On se pose donc la question de savoir comment est-ce qu'un chef de famille peut toucher 41 875 000 francs comme salaire minimum. Même si on est parti quand même de 36 541 875, c'est négligeable. Vous savez que le problème du SMIC, ça a été toujours un débat au Cameroun. C'était un gros problème. Parce qu'on ne peut pas concevoir que dans un grand pays, un grand État qui est le Cameroun par rapport aux autres États de l'Afrique centrale, que le SMIC du Cameroun, quand on parle du SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est-à-dire que c'est le plus bas salaire, que dans un pays comme le Cameroun, le SMIC soit le plus bas, alors que si vous observez dans les pays, dans les autres pays, les pays proches, qui ne sont pas pour autant lotis que le Cameroun. Voyez-vous, le Cameroun en Afrique centrale est supposé être un géant. Notre pays est riche, notre pays a des ressources. La preuve, si vous observez déjà comment est-ce que les budgets sont constitués, comment est-ce que les fonctionnaires roulent chaos, comment est-ce que les fonctionnaires, les administrations, les structures ont des budgets au point où les responsables sont appelés à détourner des milliards, que le SMIC, pour les agents de l'État relevant du code de travail soit à 41 850. C'est trop bas. Comment est-ce qu'un chef de famille peut gérer une famille, gérer les membres de sa famille avec un SMIC qui est à 41 875? Ma foi, nous trouvons que c'est trop bas et donc l'État aurait dû revoir ce SMIC beaucoup plus à la hausse. Parce qu'il faut dire que c'est un SMIC qui a été mis en place à la suite de plusieurs réunions de concertation avec les responsables syndicaux. Donc c'est un SMIC qui a été discuté et certains responsables de ces syndicats avaient souhaité que, à défaut de mettre le SMIC carrément à 150 000, mais que tout au moins que le minimum soit à de subvenir aux charges de sa famille. Parce que, voyez-vous, ce 41 000, ce qu'on ne relève pas, c'est que dans ce 41 000, il y a les charges. Il y a les charges liées aux revenus des personnes physiques. Il y a les charges liées aux cotisations sociales. Et donc, si ce montant est... Donc, finalement, on toucherait moins de 41 000. Didier Dengue, alors il y a un ministre qui nous a dit, en l'occurrence un ministre du Travail et de la Sécurité sociale en son temps, qu'on pourrait vivre au Cameroun avec 36 500, c'est l'ancien SMIC. Aujourd'hui, on est à 41 175, donc ça dit qu'on peut vivre comme un bourgeois si on vivait déjà avec 36 500 francs. Il faut également dire que ce même ministre avait précisé sur un plateau de télévision qu'il fallait d'abord respecter l'ancien SMIC, c'est-à-dire qu'il avait des collègues. Il nous avait dit qu'il avait des collègues même du gouvernement qui n'arrivaient pas à respecter l'ancien SMIC. Donc voyez-vous qu'il était carrément de 36 000 à 36 500 francs à plus de 41 000 francs CFA. Je pense que c'est une évolution salutaire. Maintenant, faudrait-il que
il faudrait que ceux qui sont en charge d'appliquer ces SMIC l'appliquent effectivement, même si Rodrigue disait que c'est un SMIC très très haut, qui est vraiment très au rabais, et qui est vraiment très bas pour notre pays. Je suis parfaitement d'accord. Pour un pays aussi riche que le Cameroun, on pourrait facilement mettre le SMIC à 100 000 francs, 150 000 francs, sans que cela n'ait réellement un impact sur notre économie. Mais déjà, il faut saluer cette évolution-là. Le gouvernement ainsi que certains patrons ont fait l'effort de fixer ces SMIC-là à 41 000 francs, 45 000 francs et 60 000 francs pour les différents secteurs. Mais je pense qu'on peut aller au-delà, on peut mieux faire pour que les Camerounais ne ressentent pas cette vie, cette cherté de la vie qui prend des proportions considérables dans notre pays. Mais déjà, il faut saluer l'évolution qui est faite jusqu'ici et pousser le gouvernement à aller au-delà, le gouvernement ainsi que les patrons à aller au-delà de ce SMIC-là qui nous est proposé. Révalorisation du SMIC, le règne de la discrimination, sujet proposé par la nouvelle expression, la suite en kiosque. Prenons un autre sujet traité par la presse ce matin. La reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest a intéressé Mutation ce matin. Les clés de la compréhension, titre précisément Mutation, Rodrigue Tchokoa, plusieurs années. Après donc la guerre qui sévit dans le Nozo, il y a un plan de reconstruction qui a été mis en place par le président de la République. Est-ce qu'on a beaucoup évolué? D'accord, plan de construction, d'accord. Mais seulement, comment cette question a été toujours sur la table de débat. Parce que la question centrale, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir un plan de reconstruction dans deux régions qui sont encore en guerre. Voyez-vous, ce n'est pas parce que c'est vrai la guerre dans le Nozo, nous sommes à des années-lumière où il y a eu des moments de pic, des attaques des séparatistes de ce côté-là. Mais il faut dire que la guerre dans le Nozo n'est pas terminée et qu'à tout moment, ce n'est pas parce qu'il y a une sorte d'accalmie qu'on peut penser que la guerre est terminée. Certes, un plan de reconstruction, c'est bien. Mais la question qui est posée, c'est comment peut-on concevoir la reconstruction dans une zone qui n'est pas totalement pacifiée? Voyez-vous, le Nozo, la guerre des séparatistes, c'est-à-dire que ceux-là qui sont tapis dans les forêts, qui ont des connexions à l'extérieur, qui réclament, à défaut du fédéralisme, ils réclament carrément la sécession. Mais il faut dire que le débat est encore sur la table. Pendant que nous parlons de la décentralisation, c'est au moins l'État aurait pu au moins écouter, mettre sur la table justement le débat sur la forme de l'État du Cameroun, parce que c'est là où vient le problème de Nozo, mettre le problème sur la table. Maintenant, quand on parle de reconstruction, la question revient toujours, quand je voudrais évoquer ce sujet, comment peut-on donc entrevoir un plan de reconstruction dans une zone qui n'est pas totalement pacifiée. Parce qu'on ne peut pas passer par perte et profit tout ce qu'il y a eu dans le Nozo. Les guerres, les destructions, les personnes qui ont été tuées. On parle de plus de 6 000 personnes tuées dans le Nozo. On ne peut pas passer cela par perte et profit, envisager un plan de reconstruction. Ma foi, je pense qu'avant d'envisager un plan de reconstruction, il aurait fallu tout d'abord, à l'issue d'une table ronde, appeler tous les belligérants autour d'une même table. Parce que envisager une construction, un plan de reconstruction, c'est comme, ma foi, je vais présenter une image, c'est comme vous construisez une maison sur le terrain des personnes qui sont décédées, sur les décombres des personnes qui ont été tuées. Mais qu'est-ce que faites-vous de ces personnes qui ont été tuées là? Est-ce que vous avez fait une sorte d'exorcisme? Est-ce que vous avez mis sur place
une sorte de réunion de vérité et réconciliation, justement, et c'est là où se trouve le problème. Ma foi, nous savons que la guerre dans le Nozo, les séparatistes, certains séparatistes sont encore tapis dans les forêts et ils ont encore des connexions à l'extérieur. Et il y a de nombreuses personnes qui ont été arrêtées et qui sont en prison. Que faisons-nous de toutes ces personnes-là? Non, ma foi, c'est une façon de faire qui ne peut pas faire avancer le pays. Et ma foi, on ne peut pas... On va dire que... on ne peut pas dire qu'on avance alors qu'il y a des choses qui ne sont pas mises en place. Alors, Didier Dengue, le journal Mutation rapporte qu'il y a une descente effectuée par le président du comité de pilotage de ce plan présidentiel-là dans le sud-ouest qui a salué les avancées, les réalisations entre 2021 et 2022, notamment la construction des écoles, il y a les centres de santé qui ont été réhabilités, les routes, etc. Est-ce qu'on peut se satisfaire quand même à mi-parcours, on va le dire ainsi, de ce plan de reconstruction-là? Il a d'ailleurs appelé les populations à s'approprier les acquis. C'est vrai que je partage un tout petit peu l'avis de Rodrigue Tchokoa, mais j'aimerais également dire qu'on ne peut pas laisser les populations qui veulent vivre sur un territoire dans un désordre total. Ce n'est pas parce que les routes, les écoles ont été détruites par les séparatistes qu'on va laisser ceux-là qui croient encore à la République dans la misère totale. Déjà, il faut parfois avancer, prendre des initiatives. C'est le cas par exemple en Ukraine. Quand la Banque mondiale vous dit qu'il faut un tel nombre, il faut un tel montant pour reconstruire l'Ukraine, cela ne veut pas forcément dire qu'on va attendre la fin de la crise pour pouvoir entamer les travaux. Didier, je vous coupe pas juste une minute. Oui. Le risque dans ce genre de contexte, c'est que vous avez reconstruit les routes, les écoles, les hôpitaux, mais seulement vous ne savez pas ce qui pourrait advenir parce qu'il y a encore des belligérants qui sont tapis dans l'ombre. Effectivement, mais ces personnes-là, mal intentionnées, qui vont certainement mettre à mal la paix, la sécurité, qui vont peut-être détruire ces nouvelles écoles, ces nouvelles routes, ces personnes, on ne peut pas empêcher, sauf si le gouvernement prend des mesures fermes pour empêcher le désordre après la reconstruction. Mais je pense qu'il faut encourager la reconstruction. On ne peut pas attendre que la crise... Que la zone soit totalement pacifiée. Soit totalement pacifiée pour entamer les travaux. Sinon, les séparatistes seraient très contents de savoir que les autorités ont peur, les forces de sécurité ne peuvent plus garantir la sécurité, la paix des populations. Donc je pense qu'il faut, au fur et à mesure qu'on repousse la menace, que les travaux soient entamés, et il faut saluer cette initiative. Et surtout quand le patron, le président de ce plan vous dit qu'il y a des avancées, il faut saluer ces avancées et dire à ce patron qu'il faut davantage travailler pour repousser la menace afin que la population se sente en sécurité. Les clés de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, sujet proposé par Mutation ce matin. Passons à un autre sujet d'actualité. Filons du côté de Yaoundé. Yaoundé qui ne connaît pas de guerre, et d'ailleurs nous ne le souhaitons pas, mais qui a son lot de problèmes également. Ce sont les inondations, c'est l'émergence qui nous l'apprend ce matin. Yaoundé sous la menace de fortes pluies. Rodrigue Tchokoa, on en parle chaque année, chaque saison. Des pluies, rebelote, c'est la même chose. Que faut-il faire? Comment on vient à bout des intempéries, des inondations, notamment à Yaoundé qui est concerné? Oui, Yaoundé est annoncé sur de fortes intempéries. Il n'y a pas que Yaoundé. Nous savons que avant même que ne se passe cette catastrophe qui a eu lieu du côté du Aboya, sur le mont Cameroun, il y avait des spécialistes de la météorologie qui annonçaient de faire très attention en ce qui concerne les précipitations qui vont arriver et qui vont drainer, qui pourront causer des dégâts. Bon, pour ce qui concerne maintenant la ville de Yaoundé, il faut dire que c'est une ville qui a, à quelques exceptions près, presque une morphologie, sinon moins, par rapport à Boya, parce que Yaoundé est bâti sur des montagnes. On parle de la ville aux 7 collines, et il faut justement indexer
ceux-là qui auraient construit sur les flancs des montagnes, tout au moins au pied des montagnes, parce que justement c'est ce qui s'est passé à Boya, justement, parce que il revient donc aux populations. De toute façon, ces populations sont alertées de ce qui pourrait arriver, et il leur revient donc de prendre des mesures de sécurité, de s'armer contre ces intempéries qui pourront survenir, au-delà de des mesures que les autorités spécialisées pourraient prendre pour davantage sécuriser les populations. Didier Dengue, votre réaction sur ce sujet? Je pense qu'on ne peut pas empêcher les catastrophes naturelles de se produire, mais on peut prendre des dispositions pour limiter les dégâts. Quand vous avez... Est-ce que ce qui se passe à Yaoundé relève d'une catastrophe naturelle? Je pense que cela relève d'une catastrophe naturelle, mais on pourrait également croire que vous avez les voies de circulation des eaux qui ne sont pas totalement dégagées. Quand je dis mais totalement, c'est juste pour nuancer, parce que vous avez des drains qui ont tellement de déchets, les déchets plastiques, vous avez des rigoles, des caniveaux, et vous avez des autorités qui sont chargées de faire en sorte que ces drains-là soient nettoyés, mais elles ne le font pas. Vous avez les populations qui jettent les bouteilles plastiques, les déchets n'importe où, ça bouche les voies, ces voies de circulation des eaux, et vous avez des écologistes qui vous disent régulièrement protéger votre environnement. Quand vous avez, chaque fois, vous lancez vous faites des publications en proposant par exemple qu'il y ait dans notre pays un directeur chargé des drains et des rigoles qui va uniquement se focaliser sur ce travail-là. Cela est nécessaire pour la ville de Yaoundé, pour Douala, pour les 10 régions de notre pays. On ne peut pas empêcher une catastrophe naturelle, mais on peut limiter les dégâts en jetant par exemple les ordures dans les bacs à ordures. Et il faudrait que la société chargée de collecter ces ordures-là soit payée et qu'elle fasse effectivement son travail. Sinon, nous allons toujours croupir sur les inondations. Achille, il faut préciser que l'appel est lancé à l'endroit des populations de Yaoundé de s'armer contre ces prévisions météorologiques qui sont annoncées. Mais également, nous devons nous préoccuper de la ville. Nous sommes à Douala et nous savons que à chaque grande saison de pluie, il y a de fortes inondations dans la ville de Douala. Ce que nous avons observé en tant que journalistes et depuis des années, que cela date, c'est que les caniveaux et les rigoles sont bouchés par les ordures. Et c'est cela qui crée les inondations dans la cité, dans la ville de Douala. Voyez-vous, on ne peut pas concevoir que si on est des populations civilisées, comment est-ce que des caniveaux et les ordures peuvent devenir des lieux de dépotoir des ordures? C'est inconcevable. Et même quand bien même il est organisé des séances de curage de ces caniveaux, une fois quand cela est fait et que les agents, la société en charge de ramassage des ordures débarrasse ces ordures en bordure de route, qui causent d'ailleurs de nombreux désagréments auprès des usagers de la route. Une fois que ça a été fait, les mêmes habitudes reproduisent les mêmes effets. Il va falloir que les populations des villes, des grandes villes comme Douala, il n'y a pas que Douala, il y a Yaoundé, il y a Bafoussam, qu'on puisse adopter des comportements citoyens. On ne peut pas vivre en ville comme si on vivait en campagne. Le problème, c'est qu'il faut qu'on adopte des comportements citoyens. Il faut débarrasser de notre mentalité ces attitudes qui consistent à utiliser les caniveaux et les rigoles comme des dépotoirs des ordures, parce que cela nous revient au visage quand il y a inondation. Oui, 30 secondes, vous voulez encore intervenir, Didier Dengue, on va sortir ce sujet. Vous voulez parler de l'entretien? De l'entretien de ces routes-là. Nous avons des grands chantiers dans notre pays. On annonce ces chantiers en grande pompe dans les médias. Il faudrait également annoncer l'entretien. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, avoir un plan de construction des drains et qu'on n'avait pas un plan d'entretien de ces drains-là. Vous ne pouvez pas, par exemple, annoncer un plan de construction des stades, mais vous n'avez pas un plan d'entretien. Donc, il faut se réjouir
des travaux qui sont faits sur le terrain, mais il faut également se réjouir de l'entretien. Mais quand vous parcourez nos drains là, au niveau de Douala, de Yaoundé, vous avez l'impression que c'est abandonné. À quoi sert-il de faire ce genre de travaux si ils seront... Ces travaux ne sont pas poursuivis jusqu'à la fin. Merci. Et entretenus surtout. Merci. La suite en kiosque avec le journal Émergent. Sortons de ce sujet, vous l'avez constaté dans la revue de presse en première partie. Donc les sénateurs 2023, le verdict des unes, c'est aujourd'hui. J'annonce Cameroun Tribune rapidement en une minute, chers messieurs. C'est vrai, il n'y a pas de suspense. Vous dites que tu vois, on s'attend forcément à ce qu'un parti politique sorte vainqueur de ces sénatoriales. Bon, nous savons déjà que le RDPC, en ce qui concerne les sénatoriales qui viennent de se dérouler, est annoncé largement gagnant et qu'on annonce, sinon moins, peut-être 70, c'est-à-dire 70 sur 70 sénateurs pour le compte du RDPC. L'observation que moi, le petit citoyen que j'ai, c'est que nous sommes là. C'est vrai que cela découle, on va dire, des élections multipartistes. D'autres partis politiques ont participé. Ces partis politiques qui avaient des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, mais il se trouve que leur nombre n'était pas largement suffisant pour leur permettre de voter pour des sénateurs qui sont de leur rang. Donc c'est le constat qui est fait. Nous sommes là dans le règne du totalitarisme, le totalitarisme de l'État parti RDPC. La question qu'on se posait la semaine dernière, c'est de savoir est-ce que quand les militants, ces gens du RDPC se regardent dans la glace, ils se disent satisfaits de la démocratie qui est au Cameroun. Ce n'est pas possible. Il va falloir juste que le chef de l'État peut-être puisse rectifier le tir en nommant majoritairement les membres des partis de l'opposition parmi les 30. Alors, Didier Dengue, quelle leçon à tirer? On arrive au bout de ce processus-là. Oui, mais déjà la victoire du RDPC, c'est sans surprise. Peut-être le chef de l'État va essayer d'équilibrer avec les partis alliés pour... parce qu'il a encore 30 sénateurs à nommer. Effectivement, donc il peut nommer ces sénateurs dans les partis alliés qui ont soutenu le RDPC dans ce processus. Mais il faut également dire que le RDPC, comme tout parti politique qui se respecte, c'est la conquête du pouvoir et la conservation de ce pouvoir-là. Et on ne peut rien reprocher au RDPC si il travaille pour mobiliser des militants, pour écraser même ses alliés. Didier, mais le problème, c'est que faire tout pour conserver le pouvoir, utiliser des méthodes anti-orthodoxes. Non, ce qui est sûr, quand pour conserver le pouvoir, on utilise toutes les méthodes. Non, parce que justement, parmi les méthodes qui sont utilisées par le pouvoir RDPC, la loi. Non, pas automatiquement. Il y a la force, justement. Il y a la force, permettre l'expression des partis politiques. Moi, je voudrais revenir sur ce sujet d'interdire les manifestations des partis politiques. Souvenez-vous, Cabral vient de programmer une marche. Ce n'est pas le RDPC qui a le droit de manifester. On va poursuivre le débat en coulisses. Vous avez les préfets, vous avez les autorités, ce n'est pas le RDPC. Merci, c'est bon, Rodrigue. Allez, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis, chers messieurs et dames. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Zéphirin Gondi, Innocent Bega. Emo Songo était à la réalisation et va profiter pour souffler un tout petit peu parce que Nadine Gouanfo va prendre les commandes pour conduire l'équipe du 10-12, le Zénith. Au revoir.